Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Cyclan.net, Mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec et Génération Star Wars et Science-Fiction. A long time ago, in a galaxy far, far away. There has been an awakening. Have you felt it? A communications disruption can mean only one thing. That thing's operational. Hello, and welcome to Star Wars on Direct. Yes, the voice of Star Wars fandom. The show informs us and entertains us, and it binds the fans together. If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine. Force is strong in this one. Hello, what have we here? Nice of you guys to drop by. We would be honored if you would join us. May the Force be with us. Bonsoir et bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition littérature qui sera consacrée aux deux romans Last Shot et Most Wanted. Je suis Jean-François Richard et ce soir pour discuter de ces livres, je suis accompagné de Danny Pépin. Bonsoir Danny. Bonsoir Jean-François. Et d'un nouveau collaborateur, Francis Pelletier. Bonsoir Francis. Bonsoir Jean-François. Messieurs, comment s'est déroulé votre semaine Star Wars, Francis? On va commencer avec toi, si tu peux nous donner un peu ton background Star Wars. Oui, effectivement, de mon côté, j'étais un vieux fan de Star Wars qui avait décroché pendant plusieurs années et que Disney a réanimé. Donc, je me considère vraiment pas comme un spécialiste des légendes, ce qu'on appelle maintenant les légendes. Mais côté canon, c'est pas compliqué, que dès que quelque chose sort, je le consomme. Donc, j'aime particulièrement côté littérature, les romans jeunesse aussi, que je pense que trop de gens passent par-dessus alors qu'il y en a des très bons. Mm-hmm. Les comics aussi, publiés en français chez Panini. Et ça m'a permis aussi de transmettre la passion à une nouvelle génération. Donc maintenant, mes 3 enfants s'y sont mis eux aussi. Ma plus vieille lit les mêmes romans que moi, là, et on peut discuter de tout ça ensemble, c'est bien le fun. Ça fait des belles discussions, ça? Ouais, c'est ça. Ouais, effectivement, des discussions autour du souper, là, des fois, c'est sur le dernier roman Star Wars. Là, donc, qu'est-ce que ta femme pense de ça? Je pense que ma femme, en fait, était peut-être tannée, donc elle s'y est mise, elle aussi, il n'y a pas si longtemps. Donc, c'est ça, c'est rendu que quand le facteur là, arrive avec les livres, là, on doit négocier qui va lire lequel en premier. OK. Mais c'est ça, elle est justement en train de finir le même que j'ai fini pendant mes vacances récemment. Mm-hmm. Donc, non, c'est ça, c'est rendu familial, notre affaire. Ah, c'est bien. Et Danny, de ton côté? Je pense que tout le monde l'a vu. On a passé beaucoup de temps, pour ma part, à préparer Comic-Con. Et aussi toute la fin de semaine de Comic-Con qui nous a pris beaucoup de temps. On était à Montréal. Et puis toute la post-production avec tous les problèmes qu'on a eu aussi à arranger et tout mixer ça pour que ça fasse un produit raisonnable. Donc c'est disponible en ligne d'ailleurs si vous voulez le voir. Je pense que c'est qu'est-ce qui a occupé mon dernier mois complètement. Et puis après Comic-Con, j'ai pu faire la lecture du roman Most Wanted qu'on va parler ce soir pour enfin pouvoir enregistrer cette émission que ça fait quand même, ces 2 romans-là sont sortis depuis très très longtemps, plus spécialement Last Shot que ça fait 3 mois à peu près que c'est sorti. C'est vrai, hein? Quand tu y penses, on est en retard pas mal. Ah, écoute, la conférence du Comic-Con en valait la peine, je pense. Mm-hmm. Ah, je suis bien content. Ça a bien sorti. Ouais. Excellent. De mon côté, comme toi, le Comic-Con, je trouve que ça a été un succès, je pense, un plus grand succès qu'on pensait. Mm-hmm. C'était vraiment le fun. Puis je me suis remis, moi, dans le jeu Legion. Ah. Donc, j'ai acheté les dernières extensions, même si j'avais dit que j'achetais plus rien. Ouais, c'est ça que j'étais pour dire. C'est ça que j'étais pour dire. J'avais l'impression que tu avais décidé d'abandonner Legion. Ouais, mais écoute, avec les annonces là, des nouvelles extensions, là, l'Empereur, des Royal Guards, pis tout ça, j'étais comme
c'est des nouvelles habilités qu'ils ont mis. J'étais comme, ok, non, faut que je donne une autre chance, là. Tu vas-tu acheter les pièces de décor aussi? Ah, écoute, si en fond, c'est sûr, j'en achèterai pour nous faire une table, mais j'ai acheté comme l'extension avec les évaporateurs pis tout ça. Donc, c'est ça. Fait que ça a été c'est mon What's Up Star Wars. On vous rappelle nos plus récentes émissions. On a eu le Star Wars, on vient d'en parler, le Star Wars édition spéciale numéro 26 qui a été enregistré devant le public au Comic-Con de Montréal. Donc, où Julien, Danny, Fabien et moi-même discutons de l'état de la franchise Star Wars suite à l'achat de Disney. Et il y a aussi le Star Wars en direct 151 où Sébastien et Sylvain discutent de la rumeur entourant le départ de Kathleen Kennedy ainsi que l'état des films A Star Wars Story. On vous rappelle qu'on est en période de recrutement au Québec. Donc, si vous êtes fan de Star Wars, vous êtes passionné de Star Wars et vous voulez faire partie de l'équipe, vous pouvez aller sur la page starwars.direct dans la section recrutement et remplir le questionnaire. Exactement. Vendez votre salade, là. On veut voir pourquoi que... qu'est-ce qui ferait que vous seriez un bon ajout à l'équipe, là. Faites un peu comme Francis a fait. Ouais, j'ai bien fait ça. Ouais, oui, t'as bien décrit, t'as tout mis ton expérience et tout, donc c'était parfait. Puis, ouais, t'as ta chance aujourd'hui. C'est super. Ouais, vous voyez, faites comme moi, ça vaut la peine. Exactement. On en profite pour remercier nos partenaires Mint Inbox, Star Wars Holonet, siteclan.net, Planète Star Wars, Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, Génération Star Wars et Science-Fiction. Et sur ce, on va en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Donc, avant de parler de notre sujet principal qui est les 2 livres Most Wanted de la Shot, il y a quelques petites nouvelles concernant des livres qui vont sortir prochainement, n'est-ce pas, Danny? Oui, c'est ça. On va y aller. C'est seulement des sorties version originale, donc en VO. Rapidement. Il va y avoir la semaine prochaine, le 24 juillet prochain, le sortie du très attendu Tron Alliances de Timothy Zahn. Donc, en gros, qu'est-ce que ça raconte? C'est que l'empereur a senti une perturbation dans la force sur la bordure des régions inconnues. Il décide d'envoyer Tron puis Vader ensemble pour résoudre l'énigme. Cette partie-là de l'histoire se déroule entre la saison 3 et 4 de la série Star Wars Rebels. Mais il y a une autre timeline, une seconde ligne du temps là-dedans qui se déroule lors de la guerre des clones où est-ce que Anakin Skywalker va rencontrer Tron pour la première fois. Donc ils vont aussi s'associer pour une mission. Et ça se déroule sur la planète Batuu, qui est la planète des parcs à thème de Disney Galaxy's Edge qui sont en train d'être construits à Orlando, Anaheim. Donc, j'ai hâte de voir la description et tout de qu'est-ce que ça va avoir l'air. Et puis, il y a aussi eu une affiche avec Padmé. Donc, on sait que Padmé va faire aussi partie de l'aventure. Donc, comme j'ai bien aimé le premier livre Tron Canon, faut le dire, c'est le premier, celui qui est sorti l'an dernier, ben, j'ai bien hâte de lire celui-là aussi. D'ailleurs, notre collègue Sébastien Minot a été le modérateur de la conférence de Timothy Zahn à la convention Ad Astra à Toronto le week-end dernier. Donc, on va essayer de vous préparer un petit compte-rendu de ce panel-là dans les jours qui s'en viennent. Je sais pas quand est-ce qu'on va le faire sortir. Il a surtout répondu à des questions sur le premier livre de Tron, un peu aussi sur l'écriture de façon générale et sur Star Wars Rebels aussi. Donc, il y a quand même des choses intéressantes. Et il y a une question en particulier que j'ai trouvé très, très intéressante. Je vous dis pas c'est quoi. Par rapport au Story Group et qu'est-ce qui se passe dans la littérature présentement. Donc, je vous le dis pas. On va vous laisser Timothy Zahn le dire lui-même. Deuxième chose à annoncer, c'est qu'ils ont annoncé un guide qui s'appelle Star Wars Droidography. Donc, la droidographie. Donc, c'est un guide écrit par Mark Sumerak et illustré par Joël Ustak, Massimo Travaglini et Ariana Sabella. Donc, comme son titre l'indique, c'est un guide sur les droïdes de l'univers canon, par exemple. Je pense que c'est seulement focusé sur l'univers canon, donc c'est peut-être même le premier guide qui est 100% droïde depuis la création du nouveau canon. Je suis pas certain, mais je pense. Je pense que oui. Puis ça va paraître le 6 novembre prochain. Donc, ça résume un peu les nouvelles VO pour cette émission-ci.
Et juste rappeler que cette semaine, il y a le Comic-Con de San Diego, qui est comme le gros Comic-Con, et que Lucasfilm et Lucasbook, ils ont un panneau, donc ils devraient annoncer des nouveaux livres durant ce panneau-là cette semaine. Ah, intéressant. On va en parler lors du prochain littérature. Effectivement. Donc, nous allons passer à notre sujet principal, qui est la critique des livres Most Wanted et Last Shot. Nous allons commencer avec le livre Most Wanted. Donc, Most Wanted a été écrit par Ray Carson. C'est un roman jeunesse. L'auteur, c'est le même auteur qui a écrit le livre Rebel Rising, qui est en lien avec Rogue One. Et la description officielle du livre, ce que ça dit... bon, c'est un livre qui se déroule avant les événements du film Solo Star Wars Story. Han et Kira, ils ont pas beaucoup en commun, sauf que ils ont rien. Hein? Ce sont des jeunes qui vivent dans la rue sur la planète Corellia. Ils font ce qu'ils peuvent pour survivre. Et c'est sûr qu'ils rêvent d'avoir beaucoup mieux. Ils sautent sur toutes les occasions de se prouver dans le monde criminel de Corellia. Et ils découvrent qu'ils sont sur la même mission pour le même boss criminel. Et lorsque le travail sur la mission sur laquelle ils sont va terriblement, Anne et Kira sont poursuivis par des pirates, un syndicat de droïdes criminels, l'Empire, et ainsi que le boss qui les a engagés. Et ils vont devoir se faire confiance s'ils veulent survivre. Alors, on a tous lu le roman. Danny, on va commencer avec toi. Quelles sont tes impressions de Most Wanted? Premièrement, j'ai beaucoup aimé ce livre-là. C'est vraiment... c'est le même auteur que Rebel Rising, puis ça a un peu le même effet que Rebel Rising, puis le roman Catalyst qu'ils l'ont fait pour Rogue One. C'est un roman qui... tu l'as dit, c'est un roman jeunesse, puis c'est surprenant. Même toi, tu avais dit ça, Francis, au début, que les gens ont pas tendance à nécessairement... ont tendance à passer par-dessus les romans jeunesse, mais faites attention. Certains des meilleurs romans canon sont des romans jeunesse, donc très important. Donc ça ajoute vraiment au film Solo. Surtout, je dirais, au personnage de Kira. On n'apprend pas beaucoup sur le passé en tant que tel de Kira, mais on en apprend énormément sur sa personnalité. Puis ça nous fait comprendre beaucoup plus sur le personnage de la façon qu'on la voit dans le film Solo. Tu sais, c'est une fille qui est super stratégique, planificatrice. Oui, elle est affamée de gravir les échelons pour avoir plus de privilèges. Tu sais, de la meilleure nourriture, des meilleurs vêtements, toutes sortes de trucs comme ça. Elle est très individualiste puis elle est une survivante. Ça me faisait penser un peu au Capitaine Phasma. Moins extrême, mais un peu du même genre. Elle a pas vraiment d'amis au début du roman. Elle est très très individuelle. Pour elle, toutes les autres White Worm, donc tous les autres membres, les enfants de la gang qu'elle se fait contrôler, c'est plus pas des ennemis. C'est pas des ennemis, mais c'est plus des rivaux, je dirais un petit peu. Si on saute à Han Solo, la caractéristique que je pense qui ressort le plus du personnage, c'est qu'il improvise tout le temps. Puis il est vraiment chanceux. C'est comme si la force les guidait pour une raison quelconque, même s'il croit pas en la force. Puis contrairement à Kira, lui il a beaucoup de connaissances, il a beaucoup d'amis, parce que il est très très humain, puis il apprécie le meilleur des gens qui l'entourent. T'sais, on le voit même aider une personne que le vieux monsieur Paolo, je pense qu'il l'appelle, qui est comme une espèce de je dirais un Smeagol, un Lord, comme dans Lord of the Rings, un petit Smeagol de Star Wars qui est dans son coin puis qui mange n'importe quoi puis qui est un peu fou sur les bords. Mais même lui, il se met ami avec lui puis ça lui fait des contacts puis c'est ça, il voit le meilleur dans tout le monde, dans tous les gens, puis ça m'a tout de suite fait penser à Kira quand elle dit dans le film Solo à Anne, elle dit je sais qui tu es vraiment, you're the good guy, puis ça s'applique tellement, c'est tellement vrai dans ce roman-là, comment tu le vois. C'est un bon gars, Anne, là. Clairement, même s'il essaie d'avoir des images de tough guy, là, vraiment, non, ça s'applique vraiment ici dans ce roman-là. Par rapport à Han Solo, est-ce qu'on apprend beaucoup sur son passé? Il y a une scène, je dirais,
avec son père. Je pense que c'est un petit flashback où c'est juste lui qui le raconte. Donc son père, lui, on l'a appris dans le film Solo qui construisait des faucons, là, des YT 1300. Et puis il dit à son fils, je pense qu'il était sous à ce moment-là, son père ou quelque chose comme ça, il était un petit peu feeling comme on dit. Puis il dit, Anne, fais pas comme moi. T'es pas faite pour construire les vaisseaux, t'es faite pour les voler. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Je vais m'arrêter là pour les deux personnages principaux. Je vais vous laisser parler un peu. On reviendra un peu plus sur peut-être qu'est-ce que c'est l'histoire en tant que telle, c'est quoi leur mission. Là, parce que là, j'ai juste parlé plus du feeling des personnages que j'ai eu, qui est un des éléments importants, je pense. Je sais pas qu'est-ce que vous avez pensé, vous autres, des persos. Ouais, ben dans le fond, moi, c'est vraiment dans la même lignée que Danny. De mon côté, fait qui me semble intéressant quand même à mentionner, c'est que je suis retourné voir Solo après la lecture des 2 livres. Mm-hmm. Et effectivement, celui-là, Most Wanted, je trouve que c'est le parfait prélude à Solo. Peut-être que non, effectivement, on n'en apprend pas tant sur la jeunesse d'Han Solo. Par contre, sur le personnage de Kira, écoute, je sais pas ce qu'on aurait pu demander mieux. Le livre me semble être beaucoup plus sur Kira que sur Anne. Mm-hmm. D'ailleurs, évidemment, Solo est jamais mentionné au cours de ce livre-là, puisque c'est avant le film. Mm-hmm. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est toujours Anne. Même que parfois, un troisième personnage que j'ai trouvé d'ailleurs excellent, sous l'eau, à l'oreille, moi, je l'ai pas lu, je l'ai écouté en audiobook. Mm-hmm. Saulo, je sais pas trop comment il le prononce. Ouais, Saulo. Là. Ouais. Le Rodien. Ouais. Disons que, mais c'est ça m'a frappé là, que, ouais, effectivement, c'est Anne tout court. Il y a tout simplement pas de nom de famille. C'est un petit peu ironique que ce soit un Rodien, hein, sachant avec qu'est-ce qui va se passer avec Guido. Oui, c'est vrai. Ah ouais, moi, c'est comme Danny, j'ai trouvé le livre excellent. Vraiment, et je ferais peut-être juste une petite aparté sur le fait que c'est un livre jeunesse. Je pense que, en tout cas, il y a toutes des péripéties par rapport au livre jeunesse en version française. Je pense que c'est au niveau, entre autres, de la traduction du concept de livre jeunesse, parce qu'en anglais, c'est des livres young adult, alors qu'en français, c'est ça devient pocket jeunesse. Je pense que c'est là que certaines personnes s'imaginent que ça va être des thèmes plus jeunesse, un peu comme par exemple des livres de la bibliothèque verte, là, ou vraiment des livres pour enfants. Alors que c'est pas ça. La catégorie, j'ai écouté une entrevue il y a pas si longtemps d'une des auteurs de livres jeunesse. Je pense que c'était celle qui avait écrit Lost Star. Et, dans le fond, ce qu'elle expliquait, c'est que le concept des young adults chez Lucasfilm, dans le fond, c'est que le thème va être autour de l'apprentissage et du fait que les personnages grandissent au cours de l'histoire. Oui, la découverte de soi, un peu, là. Exact. Puis j'ai trouvé que ce roman-là, Most Wanted, c'était exactement ça. C'est Anne et Kira qui grandissent au cours de cette aventure-là. Comme tu dis, Anne est vraiment différent du Han Solo, là, de, par exemple, la trilogie originale. Le Han complètement détaché et qui veut pas s'impliquer dans rien, qui veut pas aider les gens. Et Kira, de son côté, est vraiment là, la solitaire extrême ultra-individualiste qui a jamais fait confiance à personne de sa vie et qui, là, se retrouve à pas avoir le choix, comme tu disais tantôt. Donc, moi, personnellement, côté personnage, j'ai vraiment apprécié le livre. Comme tu disais tantôt, Han Solo, ultra chanceux, qui se fait surnommer, à un moment du livre, j'ai bien apprécié, se fait surnommer Monsieur Impro par Kira. Et Kira, à l'inverse, lui, il l'appelle Madame Plan, là, Miss Plan. Donc, c'est vraiment ça, c'est l'aventure des deux qui se complètent, mais tu sais, des deux personnages complètement l'opposé, mais que ça fait une super bonne équipe ensemble. En effet. Même au niveau des ambitions, tu parlais tantôt que on voit un peu la Kira du film, qui veut gravir les échelons, etc. Mais c'est ça, même au niveau des ambitions, j'ai trouvé que c'était différent. Anne, lui, veut s'échapper de cette vie-là, la vie criminelle, etc. Alors que Kira, elle est très bien dans cette vie-là. Tout ce qu'elle veut, c'est améliorer son sort au niveau du confort, dans la hiérarchie, etc. Mais elle veut pas s'échapper comme telle de la vie criminelle. Et puis en revoyant le film au cinéma, c'est là que j'ai remarqué aussi la fameuse scène finale, le choix qu'il a fait à la fin du film. Ouais. C'est là que j'ai fait le lien avec le livre. Oui, c'est ça qui m'a fait penser à ça aussi, là.
Ouais. Sinon, sur le troisième personnage que je mentionnais tantôt, Swallow, je sais plus comment il faut le prononcer, mais le Rhodien, j'ai trouvé le personnage excellent là, pour un troisième personnage, tu sais, alien en plus. Dans le fond, c'est un croyant, peut-être intéressant à mentionner, là, tu sais, alors qu'on sait qu'Han Solo, lui, est le contraire totalement. Puis j'ai trouvé son passif aussi intéressant. Tu sais, c'est pas un personnage sorti de nulle part qu'on apprend rien sur lui. Il y a quand même toute une histoire là en arrière avec ses parents, avec son frère, etc. Oui, on apprend que c'est ça. Il est arrivé avec rapidement, il est arrivé avec son frère sur la planète. Ses parents se sont fait frapper par un speeder. Fait que là, son frère a tout pris de l'argent, puis il a décidé de s'acheter un speeder pour faire des courses, puis pour regagner la fortune de ses parents, I guess. Puis il est pogné là-dedans depuis ce temps-là. Là. C'est quelque chose comme ça. Moi, en fait, côté personnage, moi, j'en suis venu à me demander à quel point les auteurs ont accès au scénario du film avant d'écrire. Tellement il y avait de développement de personnages qui venaient s'accorder avec le film. Tu sais, la facilité des langues chez Anne, qui baragouine, on va dire, plusieurs langues, puis qui apprend facilement juste à se tenir avec les autres. Des choses comme ça, le sabac, on apprend qu'Anne joue régulièrement au sabac. Tu sais, toutes sortes de petits détails que quand après ça tu réécoutes le film, tu te dis ok, ouais, c'est vrai, il y avait ça. Donc non, vraiment le chapeau de ce côté-là, ça va faire quand même partie de mes tops. Ouais, c'est ça, tu disais comme quand tu me disais qu'il était croyant, c'est croyant à la force, hein, c'est ça. Il est un peu comme Chirrut dans Rogue One, tu sais, il croit à la force au bout, là. Il est pas un gardien des Wills, mais tu sais, tu l'entends faire ses petites prières de temps en temps, puis tu sais. Ouais, effectivement, je pense que ça a amené de la couleur aussi, parce que autant Kira et Anne sont à l'opposé sur l'aspect, justement, organisation au lieu d'improvisation. Ben, justement, le personnage de ce Rhodien-là, ben, c'est l'opposé de Anne en termes de croyance. Je me souviens d'un moment donné, il y a une discussion où, justement, Anne lui explique que, dans un sens, lui, il croit pas nécessairement à la force, il n'a jamais rien vu là, par rapport à ça, mais il se garoche toujours dans l'action, puis il finit toujours par s'en sortir. Fait que il y a comme un lien, là, justement, comme tu disais, avec les gardiens des Wills, comme si la force le guidait, là, ou quelque chose comme ça. Je mentionnerais peut-être pour les auditeurs qui ne l'ont pas lu, le fait que, contrairement à ce que je croyais avant de le lire, et dans le fond, après avoir vu le film, puis avec le plot aussi, là, le résumé, dans le fond, à l'endo, ou en tout cas sur Internet, ils ont pas grandi ensemble, Kira et Anne. Ils se sont connus peu de temps avant le film. Là. C'est vraiment... se sont peut-être entrevus quelques fois en travaillant tous les deux pour le gang des Verts Blancs, mais ils n'ont pas grandi ensemble comme c'est écrit là, directement derrière. Ouais, c'est ça. Ils ont grandi en parallèle, on pourrait dire. Ils étaient tous les deux dans l'organisation, mais ils étaient pas... Sinon, on peut peut-être mentionner que ça se passe quand même très peu de temps avant le film. Ben, du moins, ils sont ensemble dans le film, mais ils sont pas ensemble ils sont proches. Tu sais, Kira a dit à la fin, il est comme... Anne, il cruise un peu, là, il flirte un peu, mais elle dit pas tout de suite. Hein, peut-être un jour. Ben, ça, effectivement, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de romance. C'est toujours plus ou moins la crainte, là. On se demande toujours, surtout avec un jeunesse, et tu sais, avec les deux personnages, tu sais qu'ils vont finir ensemble. Mais je pense que c'est plus un développement de relations amicales. On peut pas parler de romance là, dans ce livre-là. Non, c'est ça. Toi, Jean-François? Moi, je suis dans la même direction que vous autres. J'ai adoré le livre. J'ai trouvé que c'est un livre qui se lit très vite. C'est pas juste le fait qu'il y a pas beaucoup de pages ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir, mais c'est plus que ce qu'on dit en anglais, le pace du livre, la cadence du livre. Le rythme, ouais, c'est ça. Ouais, le rythme est très rapide.
J'ai trouvé ça vraiment cool. La première chose que je savais, j'étais comme, oh man, je suis déjà rendu à la moitié du livre, puis ça va très vite. Je trouve ça cool qu'on en apprend un peu plus sur la gang des White Worms, qui est la gang de Lady Proxima qu'on voit dans le film Solo. J'ai un peu comme toi, Francis, j'ai aimé moi aussi le personnage de Solo. Je trouvais qu'il allait bien avec Han puis Kira. Quoi d'autre que parce que je veux pas trop répéter ce que vous avez dit. Moi, une chose que j'ai trouvé vraiment cool avec ce que Carson a fait, c'est comme elle nous met vraiment dans la situation de c'est quoi la vie sur Corellia. J'ai trouvé ça vraiment, tu sais, Corellia, c'est une planète qui est ravagée par comme les demandes de l'Empire, puis à partir de là, ben, tu sais, c'est comme dans n'importe quelle société, hein, le monde criminel, comme, tu sais, c'est lui qui prend le dessus et tout. Ben, j'ai trouvé ça cool que, tu sais, basé là-dessus, ben, tu vois à quel point que Han et Kira sont désespérés, puis comment que la vie c'est pauvre, tu sais, puis c'est cool comment que Jean Kira, elle pense avoir, tu sais, juste, c'est même pas des, tu sais, elle a des ambitions, mais tu sais, c'est juste avoir genre des vêtements propres, ou que, tu sais, ça est à un endroit où ça ne sent pas mauvais. Tu sais, les autres sont habitués que genre où ce qu'ils habitent, c'est un endroit qui pue, ben c'est comme les égouts, hein, ça pue tout. Ils sont habitués de manger genre des biscuits de chien puis tout ça. Fait que je trouvais ça cool, tu sais, que c'est ok, c'est comme tu sais, des ambitions, c'est juste avoir une meilleure vie là. C'est même pas le genre tu sais, avoir le gros confort, c'est juste, tu sais, je trouvais ça cool, c'est juste avoir des vêtements propres avant, tu sais, c'est là qu'on voit que les priorités, dépendamment où t'es dans l'échelon de la société, c'est quoi là. Comme vous autres, ben comme vous avez mentionné, j'ai trouvé ça un peu j'ai trouvé ça cool que le parallèle Kira et Han, tu sais, que justement sont pas ensemble mais qui ont grandi ensemble, ils ont comme une genre de rivalité aussi qu'on peut voir là, juste à terre que justement ils réalisent qu'ils sont tous les deux sur la même mission là. Mais il y a comme la réalité rivalité entre les deux. Un affaire que j'ai trouvé drôle, puis je sais pas si vous l'avez trouvé drôle ou pas, là, c'est peut-être juste moi. Là. Tu sais, on entend aussi qu'il y a comme il y a le droïde Gotra. Puis, ça, c'est l'association des droïdes, là, ouais. Ouais, c'est ça. puis que Han, tu sais, il y a tout le temps comme il y avait tout le temps comme un running gag. La façon qu'il prononçait comme la gang, là, de droïde. C'est comme, c'était Gotra, mais il changeait tout le temps le nom. En tout cas, je trouvais ça drôle. Que, tu sais, ça montrait vraiment le Han sarcastique, tu sais, ou tu sais, comment qu'il peut qu'on voyait un peu dans la trilogie originale. Tu sais, pour moi là, c'était comme ça, c'est du Harrison Ford tout craché. Puis tout ça. En gros, le reste de mes points, je suis pas mal en ligne avec vous autres. J'ai trouvé que c'était un très bon livre. Puis comme vous avez mentionné, oui, ils disent que c'est un livre jeunesse. Mais comme Rising Star puis comme Rebel Rising. Lost Star. Lost Star, excuse-moi. C'est comme Lost Star puis Rebel Rising. C'est des romans, pour moi, que je trouve qui sont essentiels à lire. C'est bien meilleur que beaucoup d'autres livres qui sont canons, qui sont sortis. Des romans là, pour adultes, il y en a beaucoup, là, on le sait. Il y en a plus de mauvais qu'il y en a de bons. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, de voir que ces livres qui sont un peu plus petits, mais que l'histoire est beaucoup plus intéressante que les romans. Je trouve ça vraiment fun, puis j'espère qu'ils vont continuer encore dans ce format. Puis je pense que oui, parce qu'ils voient que c'est vraiment un format qui est à succès. Parce qu'effectivement, tu dis c'est à succès, en tout cas côté critique. Côté vente, je sais pas à quel point, je connais pas les ventes aux États-Unis justement de ces éditions Young Adult, parce que je sais qu'en France, c'est ça qui est le problème, c'est au niveau des ventes. Mais parce qu'effectivement, côté qualité, moi je trouve que c'est d'excellents divertissements, là, vraiment. Ben, je trouve que ces romans jeunesse-là sont meilleurs que les romans jeunesse qu'il y avait dans le temps de Légende. Ils sont comme une coche au-dessus. C'était plus enfantin, un peu plus les anciens, ceux dans Légende. Fait que je trouve que peut-être ceux qui étaient habitués à Légende, ils ont décidé de juste se consacrer aux romans adultes en pensant que c'était encore plus pour enfants, sans les avoir essayés. Puis c'est là qu'il faut absolument les promouvoir ces romans-là parce qu'ils sont vraiment excellents. Ben c'est ça, même souvent,
souvent, quand je vois des timelines ou des choses comme ça, ils apparaissent même pas. Mm-hmm. Alors que, comme Jean-François disait, c'est limite essentiel, ou en tout cas, côté prélude au film, là, autant Rebel Rising que celui-là, je veux dire, pour ma part, c'est mieux. Moi, j'aimerais mentionner, en dernier lieu, sur ce livre-là, l'aspect rapide et dangereux du livre. Ah oui, ouais, poursuite, le rythme est rapide, etc. Je trouve que c'est... En tout cas, évidemment, il y a un moment, là, que vous savez lequel, là, que c'est vraiment inspiré de rapide et dangereux. Tu sais, quand c'est rendu qu'il y a même des néons là, en dessous du speeder. Ouais. Mais moi, j'aimerais juste mentionner, parce que j'ai trouvé ça relativement exceptionnel, c'est certainement, en tout cas dans le canon, c'est le premier livre qui me fait pouffer de rire, mais solidement. J'ai eu un moment d'hilarité en écoutant cet audiobook-là. C'est la fameuse scène de course à laquelle il participe, puis que c'est Kira qui conduit au début, là, et que Anne est à l'arrière et le Rodien à côté en train de prier, là, tellement que Kira est sur le point de les tuer. Parce qu'elle sait pas conduire du tout. Mais non, j'étais tout seul comme un idiot à rire, là. Mais tu sais, pouffer de rire en écoutant un audiobook, ça m'était pas arrivé vraiment souvent. Donc je trouvais que ça valait la peine de le mentionner. Bon, on va peut-être passer en mode spoiler, donc ceux qui veulent lire le livre avant, ben arrêtez-le pendant quelques minutes. On va juste décrire un peu c'est quoi la mission, parce qu'on a parlé dans le résumé, ils sont envoyés une mission en même temps, puis ils découvrent qu'ils sont sur la même mission. Donc en gros, Kira est envoyé pour un enchère, pour un dispositif. C'est un petit cube de données qui a des plans dessus. Des plans d'un générateur de bouclier. Je vais décrire un peu plus en détail après. Elle est du côté d'être là pour donner les enchères, donner le montant, parce qu'elle est là pour représenter Lady Proxima. Donc, t'as 3 clans qui sont là. T'as le White Worm, qui est Lady Proxima. T'as le Caldona Syndicate. Et t'as le Droid Gotra, qui est comme un groupe de droïdes qui sont pour la libération et l'égalité des droïdes, qui me font penser à L3 dans Solo un peu. C'est vrai, Donc, les bêtes sont faites. Han Solo, il est le côté parallèle à ce même enchère-là, mais lui, il est du côté où est-ce qu'il est localisé le cube. Puis eux autres attendent la décision de l'enchère pour prendre le cube. Pour que ils ont des représentants pour savoir qui va partir avec le cube. Mais eux autres le savent pas. Évidemment, comme on dit en bon québécois, c'est chie dans le dash. Et puis là, ça... Comment je pourrais dire ça? Ça va très mal. Ouais. Et les deux se sauvent et finalement se croisent et se retrouvent et découvrent qu'ils sont sur la même mission. Qu'est-ce qu'il y a sur le cube? Anne a réussi à avoir le cube en tant que tel entre les mains grâce à un de ses amis droïdes. Et puis, il découvre que qu'est-ce qu'il y a là-dessus? C'est des plans d'un générateur de bouclier portable qui consomme très très peu d'énergie et qui est de grade militaire. Donc, il est capable de stopper des torpilles à protons, même sur un petit vaisseau ou même peut-être même juste une armure d'un soldat peut-être même. Là. Je sais pas jusqu'à quel niveau ça va. Mais c'est très très recherché par toutes les organisations criminelles justement pour aider à combattre leur territoire contre l'Empire qui s'agrandit de plus en plus. Ils prennent la décision, on va ramener ça ces plans-là au créateur qui appelle l'ingénieur, the engineer. Mais l'ingénieur dit, ok, mais je voudrais que vous me fassiez un service avant que je vous aide, que j'aille vous chercher. Allez libérer un des membres de mon équipe, qui est un Wookiee, qui est emprisonné dans un bâtiment impérial. Donc, bien sûr, ils réussissent à le sauver. Je vous dis pas comment il réussit à sortir un Wookiee d'un bâtiment impérial. Je vais vous laisser découvrir ça. Ils récupèrent le Wookiee, ils se font récupérer par l'ingénieur, ils s'envoient un micro-saut en hyperespace, ils s'en vont dans le vaisseau de l'ingénieur qui est dans le même système plus loin, dans un vaisseau de luxe, un Nubien, donc imaginez un peu le yacht de Naboo de l'épisode 1 de La Reine. Et il rencontre l'ingénieur qui s'appelle Jenra, je crois. Puis là, au fur et à mesure des discussions, ils décident de faire une nouvelle stratégie pour remettre les plans aux enchères, mais ils vont être aidés par Lady Proxima, elle a le réseau de contact le plus large de Corellia.
Donc, tout se fait. Pendant ce temps-là, Kira se fait offrir une job par l'ingénieur. Donc, elle hésite beaucoup parce qu'elle veut... À ce moment-ci, elle découvre vraiment qu'elle a des amis. Là. Elle a Solo puis Anne elle considère maintenant des amis. Puis elle décide finalement de rester avec eux. Ils sont là pour faire l'échange avec le Caldona Syndicate qui a offert plus d'argent, contrairement aux premiers enchères que c'était les droïdes qui avaient gagné. Donc Caldona gagne les enchères, ils accostent le vaisseau et ils arrivent pour faire l'échange. Ça tourne mal bien sûr, Solo va mourir. Et puis Kira et Anne se sautent dans un pod d'évacuation, un escape pod. Pendant qu'ils sont dans le pod, tu vois qu'on voit le début d'une petite étincelle entre Han Solo et Kira. C'est là qu'ils décident, on veut quitter la planète éventuellement ensemble, se trouver un vaisseau, parce qu'ils ont pour la première fois touché à l'espace, et Anne, il découvre c'est quoi les grands vaisseaux, les vaisseaux de luxe. Kira, elle veut du pouvoir encore plus. Ouais, l'hyperespace même, c'est ça. Puis il voit la grandeur, il savait que c'était grand, mais il savait pas à quel point c'était grand l'espace. Il est tombé en amour avec l'espace. Finalement, la chose que j'ai pas dit, c'est que les deux avaient été envoyés en mission pour une raison, parce que Lady Proxima voulait nommer un leader des troupes enfants, des enfants qui travaillent pour Lady Proxima. Elle voulait nommer un leader qui les dirigerait, puis Anne et Kira étaient en lice avec un autre pour être le leader. Puis probablement que ceux qui réussissaient la mission le plus obtiendraient le poste. Finalement, lors du choix de Lady Proxima, Han Solo se retire de la compétition et dit non, moi je supporte Kira parce qu'elle est très stratégique, est plus intelligente, etc. Je donne mon vote à Kira, et Kira finit par obtenir la tête des enfants de White Worm, on pourrait dire, là, les Scumrat, ou je me souviens plus comment ils les appellent. J'ai pas revu Solo après, fait que Francis, est-ce que tu peux me confirmer, est-ce qu'on voit vraiment qu'elle a le rôle de leader un peu dans... Non, c'est une des choses que je m'étais noté pour l'émission d'aujourd'hui, tu vois, c'est que dans le film, on ressent pas cette position d'autorité-là. Puis tu sais, comme c'est effectivement c'est de la position là, de lieutenant de l'organisation, mais c'est pas juste lieutenant, tu sais, c'est pas juste un petit poste là. Dans l'audiobook, on comprend que c'est comme sans être un bras droit ou un second, en tout cas côté hiérarchique, c'est élevé là, dans l'organisation. Alors qu'au début du film, j'ai pas eu l'impression qu'elle était spécialement au gradé de l'organisation. Là. Ouais, elle se fait traiter pareil comme Anne. Lady Proxima dit à Kira oublie Anne, là, reste de côté. Là, c'est... Mais bon, qui sait ce qui s'est passé entre le livre et le film? Ouais, en effet. Effectivement. Elle a peut-être perdu son grade. Ouais, c'est ça. Peut-être, on sait jamais. Est-ce qu'on donne une note? Bon, on peut donner une note comme on fait avec les autres livres. Francis, toi, quelle note tu y donnes? Moi, honnêtement, j'y donnerais un bon 17 sur 20. Okay. J'enlèverais juste quelques points pour la fin que j'ai trouvé que j'ai moins aimé un petit peu là. Même si je comprends que c'est un prélude, ça peut pas être une conclusion comme quand c'est une histoire là, complète, là, mettons Lost Star ou là, la suite de ça, c'est le film. Mais sinon, le livre, je le recommande à tout le monde. Vraiment, là, et c'est un livre d'action, comme on a dit aussi plus tôt. Je sais que certaines personnes, depuis la relance du canon, trouvent que beaucoup des livres sont un peu moins action. Là, avec celui-là, vous êtes servis. Ouais. Fait que, un bon 17 sur 20. Et toi, Danny? Moi, en gros, j'ai donné 16 sur 20. Puis je pense que Rick Carson a vraiment réussi son pari. Je suis certain que le Story Group a influencé beaucoup Rick Carson ou l'a aidé parce qu'il y a tellement de liens un peu partout par rapport, comme tu disais, Francis, par rapport au film. Puis, des easter eggs, je pense que j'en ai noté 30. Là, puis ils ont quand même réussi à garder cette histoire-là contenue en elle-même puis liée avec Solo parce qu'elle se contient en elle-même. Hein. Vous n'avez pas besoin de connaître rien d'autre du canon Star Wars à part avoir vu le film Solo et vous pouvez apprécier ce roman-là. C'est certain que si t'as pas vu Solo, tu vas peut-être trouver ça ok, c'est correct, mais avec Solo, c'est une bonne... Parce que t'as les images des acteurs dans ta tête quand t'as vu le film avant.
si t'as pas vu le film puis tu lis le roman, t'auras peut-être pas le visuel dans ta tête nécessairement. Mais ça aide beaucoup. Donc oui, c'est ça, j'ai donné 16 sur 20. De mon côté, moi j'ai aussi, comme Francis, j'ai donné un 17 sur 20. J'ai vraiment bien aimé. Mieux que le prochain livre auquel on va parler. J'ai trouvé que c'est un livre qui se lit très vite, comme on a mentionné, qui est plein d'action. Je trouvais que ça faisait un peu changement à ce qu'on a été habitué d'avoir avec le nouvel univers canon. Moi, comme j'ai dit, ce qui m'a le plus impressionné, c'est comme tout, ce qu'on peut dire, l'univers qui est pas l'univers, mais le monde que Ray Carson a créé. Elle nous a vraiment décrit comment c'est Corellia, comment est la vie sur Corellia. Puis je trouvais ça vraiment hot parce que c'est totalement l'opposé de ce qu'on avait dans l'univers étendu. Donc, moi, c'est vrai. Dans l'univers légende, là. Corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que me semble que Kira mentionne un moment donné que c'était pas comme ça avant. Que dans le fond, c'est depuis l'Empire que vraiment là, c'est devenu ultra industriel, etc. Oui, parce que elle va au-dessus des nuages à un moment donné pour aller visiter justement pour l'échange, les enchères dans un building très très haut, puis elle va au-dessus du smog, puis elle voit comment c'est beau, puis c'est clair, puis tout ça. Puis on le voit dans le film à quel point que c'est rendu un chantier naval. Là. Fait que c'est sûr qu'il y a de la pollution à tour de bras. Là. Fait que c'est ça, j'ai trouvé ça, je le conseille à tous, excellent livre. N'hésitez pas à le lire. Laissez pas le fait que c'est considéré comme un livre jeunesse de vous empêcher de lire le livre parce que vous manquez une très bonne histoire. Excellent, messieurs. Alors, on va parler du deuxième livre, qui est encore relié à Han Solo, qui est le livre Last Shot. Donc, Last Shot a été écrit par Daniel Jose Older, qui est un nouvel auteur pour les livres Star Wars. Donc, la description officielle que nous avons pour Last Shot, ça dit, c'est comme en deux parties. Donc, avant, donc, c'est un des secrets les plus dangereux de la galaxie, un mystérieux émetteur avec un pouvoir inconnu et toute une récompense pour sa découverte, que la plupart ne pourraient juste rêver à avoir ça. Ceux qui volent le Millennium Falcon à travers son histoire, c'est pas vos scoundrels, excusez, j'ai pas le terme en français. Les canailles. Merci, c'est pas les canailles moyens, hein, c'est des vauriens, si je peux dire. Vauriens, ouais, c'est encore mieux. Ouais. Les vauriens, ouais. Excellent. Donc, l'équipe du Faucon Millennium essaye justement d'obtenir cet émetteur. Alors, au début, premièrement, il y a Lando et le droïde L3 qui tentent de l'avoir. Et ensuite, il y a Han et son copilote Chewbacca. Mais le créateur de cet émetteur, le criminel Vyzen Gore, lui, il n'est pas intéressé à partager. Et Gore, il sait comment être rancunier, si on peut dire. Et la deuxième partie du livre se déroule avant le réveil de la Force. Donc, c'est 10 ans après les événements, la dernière fois que Han Solo a rencontré Vyzen Gore. Ensuite, après avoir fait partie de la rébellion contre l'Empire et qui a commencé une famille avec Leia, Han ne pensait plus à Vyzen Gore, mais lorsque Lando arrive chez Han, qui vient s'échapper justement des assassins de Vyzen, sans l'aide de Han, Lando sait que sa vie est terminée. Donc, avec l'assistant, avec l'aide d'un jeune pilote ainsi qu'un hacker Ewok, la femme qui va devenir l'intérêt amoureux de Lando, et la meilleure amie de Han, qui est Chewbacca. Donc, ils travaillent tous ensemble, justement, pour essayer de vaincre Vyzen Gore. Alors, messieurs, votre impression générale du livre. Francis, on va commencer avec toi cette fois-ci. D'accord. Moi, honnêtement, j'ai été déstabilisé par ce livre-là. Déjà, comme tu as déjà mentionné lors de la critique du précédent, ça sera pas mon préféré. Par contre, il est original.
Ça, faut y donner. Je vais y donner des points pour ça. Mais d'ailleurs, je vais commencer peut-être par mentionner que le titre français est maintenant disponible parce que ça va être, c'est déjà traduit, ça va être publié dans un mois en français, et c'est Baroud d'honneur. Quoi? Donc, peut-être que je le prononce même pas comme il faut, parce que c'est une expression française d'après... J'avais jamais entendu ça de ma vie, donc j'ai fait mes petites recherches sur Internet. Semblerait, et j'ai demandé à un ami français, semblerait que c'est quand même assez répandu en France comme expression. Donc, un baroud d'honneur. Ça veut dire, autrement dit, c'est B-A-R-R-O-U-D. Okay. D'honneur. Un baroud d'honneur, ça vient, je pense, là, des tirailleurs marocains ou algériens, je sais plus trop, là, mais bref, c'est une vieille expression militaire française. Donc, ça veut dire un dernier combat pour l'honneur, là, etc. Mais honnêtement, au Québec, je sais pas pour le reste de la francophonie, mais c'est une expression que je crois que pas beaucoup de monde connaissait, donc ça va être un titre étrange un peu sur un roman Star Wars, mais bon. Une chance que le Faucon Millenium sa couverture, parce que... Exactement. C'est ça, ben, surtout que Last Shot, tu te dis... Bon, pis tu sais, en tout cas, je veux pas tomber dans les spoilers, mais il me semble pas que c'est qu'il livre ce dernier combat-là pour l'honneur. Là. Non, c'est ça. Plus pour survivre. Mais bon. Pour revenir, oui, comment j'ai trouvé le livre, c'est ça, déstabilisant. Faut mentionner peut-être que je sais pas ça va être comment au niveau de la traduction. Pour ce qui est de la version originale, c'est cru. C'est spécial, j'ai trouvé, là, comme livre ou comme vocabulaire, etc. Ça fait penser à des discussions qu'on peut avoir. C'est moins, justement, format livre habituel. C'est pas censuré du tout, là. Non, effectivement. J'ai apprécié, par contre, il y a quand même plusieurs easter eggs, j'ai aimé l'introduction de Sana Staros. Comme je disais en début d'émission, moi, je suis un fan des comics. Donc, le cross-média, c'est ce que j'aime le plus dans le nouveau canon. Et de voir un personnage, parce que Sana Staros est dans le livre et elle a quand même un rôle important, ouais, c'est ça. C'est ça. Elle a quand même une bonne présence. Et elle est bien transcrite. Je sais pas si ce serait le bon terme, mais bref, le personnage colle avec celui des comics. Donc, ça, j'ai bien apprécié. Je mentionnerais que c'est un livre flyé. Je sais pas si je pourrais trouver une traduction pour nos amis français. C'est déjanté. Déjanté, ouais. Beaucoup. Et plus le livre avance, plus c'est déjanté. Ça fait penser par bout aux séries de comics Dr. Aphra, pour ceux qui connaissent. Donc, des fois, là, on sombre. Ben, en partant même dans le résumé, quand tu lis un pirate informatique Ewok, tu te dis OK. Ouais. Ça, c'est mon moment what the fuck, là, je vais en parler tantôt. Tu te dis, tu sais, là, t'essaies d'imaginer le clavier, là, avec les gros doigts, là, tu te dis, OK. Mais bon, écoute, c'est ça, le livre est déjanté un peu. Mais ce qui m'a marqué le plus, et ce qui, je pense, fait, pour moi, baisser la note le plus, c'est la structure. Moi, honnêtement, la structure de flashback, mais c'est même pas deux épisodes. Quand tu lisais le résumé tantôt, Jean-François, on pourrait quasiment croire que le livre est carrément en deux parties. Ouais. Et qu'il y a avant et après. Alors que c'est pas ça, là. Je pense que ça se passe à 5, 6, 7 époques différentes. Des fois, c'est des longs chapitres, des fois des plus courts, mais des fois, c'est 15 ans avant, 10 ans avant, 5 ans avant. Et on va suivre Lando. Après, on tombe sur Anne. Après, on tombe sur l'antagoniste. Bref, c'est quand même, je trouve, dur à suivre, surtout si on le lit pas d'un coup. Tu sais, si on s'arrête, mettons, 2 semaines, puis qu'on reprend, je trouve que c'est difficile de bien s'y remettre. Ça m'a fait penser au premier riposte en français, le premier Aftermath de Chuck Wendig, qui avait une structure un peu spéciale là, qu'on trouvait bizarre. Ben, je trouve que celui-là, c'est encore pire. C'est pas un compliment, là. Non, exact. C'est vraiment là, ça, côté structure, ça j'ai détesté. Mais bon, c'est ça. J'ai trouvé plusieurs originalités quand même. On va les mentionner au fil. Entre autres, dans les personnages. On a beaucoup parlé de personnages dans le roman précédent. J'ai trouvé que côté personnage, celui-là, là, je veux dire, on visite des races, là, même un Gungan. Ah, ça c'était drôle. Complètement blasé et complètement assimilé.
aussi, donc qui parle aucunement comme les Gungans qu'on est habitué et qui, c'est ça, est complètement blasé de sa job et non, c'est, fait qu'il y a plusieurs moments comiques, mais plus le livre avance, plus tu te dis qu'est-ce que c'est ça? Aussi qu'ils s'en vont, ouais, c'est ça. Ouais. Mais fait côté prélude au film solo, je trouve que c'est ça, Most Wanted l'était beaucoup plus. Celui-là, honnêtement, il apporte un petit peu, peut-être au niveau du droïde L3 et Lando, leur relation ensemble. D'ailleurs, justement, en voyant le film, j'ai renoté là, quelques petites références là, qui m'ont fait penser au livre. Mais sinon, honnêtement, ce qui m'échappe, en fait, c'est pourquoi c'est lui qui est sorti avant le film. Et non, ouais, ça aurait dû être, ça aurait dû être l'autre. Ouais. Je suis d'accord complètement. T'sais, lui, il est sorti, je pense, une semaine. Un mois avant le film. Un mois, okay. Ouais. Fait que, ouais, c'est... Mais au moins, c'est ça. Les personnages sont bien retranscrits. L3 aussi, la même attitude que dans le film. En moins gossant, on va dire. Là. En moins... J'ai trouvé que dans le film, là, le droïde L3 était un petit peu intense. Dans celui-là, j'ai trouvé un peu plus... Pas posé, là, mais plus tolérable. Mais c'est ça. Un antagoniste aussi dont je comprenais pas vraiment les motivations. Je sais pas pour vous. Fyzen Gore, à part, mettons, un traumatisme qu'on comprend pas, mais il y a pas des motivations claires là, qu'on comprend, ok, lui, il fait ça pour ça. Donc, non, il est juste déjanté, Fyzen Gore. ouais, c'est pour ça que je vous dis, sur plein d'aspects, je me disais, ok, on est dans Dr. Aphra, là. Elle va débarquer d'une minute à l'autre. C'est sûr qu'Aphra va apparaître. Moi, j'ai trouvé que c'était même pas un personnage intéressant. Là. C'était comme... j'ai trouvé que c'était comme un genre de vilain à une dimension. Dernière chose, je dirais, par contre, c'est qu'il est quand même... le rythme est quand même rapide. J'ai trouvé que c'était un bon divertissement. Comme Danny disait tantôt, il y a des moments drôles, donc le livre est amusant. Mais je suis pas sûr que je le recommanderais comme première lecture Star Wars là, à quelqu'un qui en a jamais lu. Là. Je pense que c'est pour les fans. Celui-là, là, plus que tout à fait pour Monsieur, Madame, tout le monde. Excellent. Danny, de ton côté? Totalement d'accord avec Francis. Puis t'as mis le doigt dessus. Moi, j'ai pris une pause de 2 semaines parce que j'étais parti en vacances. Quand je suis revenu, je comprenais plus rien. Le livre est vraiment plus difficile à lire parce qu'il saute dans le temps sans que ça soit nécessaire. T'sais, il aurait pu faire des plus grands segments et puis sauter d'époque en époque, ça me dérange pas, mais faites des plus grands segments. Là, des fois, là, comme tu dis, les chapitres sont longs ou sont très courts. Et puis des fois, écoute, j'ai écouté l'audiobook, t'écoutes 2-3 minutes puis le chapitre est fini. Voyons donc. Ouais. Puis justement, on parle de l'audiobook. Une chance qu'il y avait 3 narrateurs. Ça aidait beaucoup si le saut dans le temps est séparé vraiment en 3 narrateurs. C'est une des premières fois que plusieurs narrateurs dans un audiobook. T'as bien sûr Mark Thompson qui est le meilleur, qui fait vraiment la partie présente du roman, donc qui est 2 ans après Return of the Jedi, ça se déroule cette mission-là. Donc lui, il fait vraiment la partie principale de la mission actuelle. Après ça, t'as January Lavoie, qui est une femme qui, elle, a fait la timeline de Lando, qui commence 15 ans avant le film Solo. Puis ça va avancer aussi un peu dans le temps, je pense jusqu'à 8 ans avant ou quelque chose comme ça. Puis t'as l'auteur lui-même, Daniel Jose Older, qui fait la timeline de Han et Chewie et Sana Staros, qui se passe 10 ans. C'est 10 ans avant et ça se passe entre le film Solo et A New Hope. Donc, t'as 3 vraiment narrateurs différents, dont Mark Thompson qui est excellent. Dans toutes les voix qu'il fait, dans tous les romans qu'il fait, c'est le meilleur. January Lavoie qui a fait une très bonne job étant une femme pour jouer Lando. Je trouve qu'elle avait l'expression, même si la voix est plus aiguë, on reconnaissait Lando quand elle parlait. Mais Daniel Jose Older, écoute, ce gars-là, c'est un auteur, c'est pas un acteur vocal. Aucune intonation, c'était vraiment... Je trouve que la narration était pas bonne. De ce gars-là, ou du moins c'était beaucoup moins. Tu le voyais qu'il y avait du fun à faire ça, par exemple. Il était excité là, dans sa voix là, de lire son propre roman, là, mais vraiment là. Ça fitait avec le rythme du roman. Ouais, c'est ça. Il l'avait pas. Mais bon,
au moins ça séparait les timelines. Ça du moins ça m'a aidé un peu avec la grande pause que j'ai faite. Si tu me permets, ouais, Danny, j'ajouterais juste un dernier détail sur l'audiobook. Moi, j'ai apprécié, entre autres, le respect des accents par rapport au canon. Autrement dit, pour les auditeurs français qui seraient pas au courant, c'est que les différentes races aliens ont des accents différents. Donc, j'ai été agréablement surpris que même dans un audiobook, tu sais, qu'on s'entend que c'est pas le budget d'une production, là, d'un film ou d'une série télé, ben, j'avais pas des flashbacks, mais bref, je ressentais comme dans Clone Wars, par exemple, ou Rebels, où est-ce que, justement, les Twi'lek, par exemple, ont l'accent français. C'est ça que je sais pour dire, c'est vrai. Un alien assez présent dans le Leaves, qui est la... En tout cas, qui est dans le cœur de Lando, on va dire ça comme ça, a justement cet accent-là français. Donc ça, c'est des petits détails. C'est du fanservice, là, mais c'est du fanservice que j'apprécie beaucoup, quand même. C'est vrai, tout à fait d'accord. Pour ce qui est de Han et Lando, je trouve qu'ils sont très très bien caractérisés. Les interactions sont vraiment fidèles avec leurs personnages de la trilogie originale. Ils se font des plaisanteries entre eux autres, sont arrogants envers un l'autre, mais ils travaillent bien ensemble, puis c'est même leur version plus jeune d'eux-mêmes est bien. Parce que là, c'est sur deux époques. On les voit quand ils sont jeunes, qui sont plus arrogants, un peu plus imbus d'eux-mêmes, versus le présent, si on peut dire 2 ans après le Return of the Jedi, qui sont... les deux personnages sont comme à un point tournant dans leur vie. C'est des moments de croissance personnelle. Là. Autant tu les vois grandir dans la partie quand ils sont jeunes que dans la partie adulte. Pour ce qui est de Han, il y a de la difficulté à être un père, puis de s'habituer à marier une politicienne. Il a l'impression qu'il a échoué dans les deux, dans le rôle de père puis dans le rôle d'époux. Carrément. Lui, il veut juste partir à l'aventure. Là. Tu le vois que c'est pas son genre. C'est juste une impression. Là. Non, c'est ça. Ça semble pas juste être une impression. C'est ça. Moi, j'ai pas 100% accroché sur cette section-là parce que j'ai pas d'enfants. Vous, monsieur, vous avez des enfants, mais peut-être que vous avez vu plus des parallèles avec vos vraies vies, avec qu'est-ce que Anne ressentait, autre que piler sur un bloc Lego de l'espace, parce qu'il y a une petite référence à ça, d'ailleurs. Oui, effectivement, j'avais noté ça. C'est pas précisé bloc Lego, là, mais, mais... on comprend tout de suite la référence. Mais ça, avez-vous vu des parallèles un peu avec... quand tu commences à être père, un peu qu'est-ce que Anne se sent, de la façon qu'il se sent? Moi, je pense que ça fit parfaitement avec le personnage et ce qu'on en entend dans Le Réveil de la Force. Ben Solo mentionne que c'était un père médiocre. Là, je pense qu'on l'a vu. Tu sais, oui, tous les pères, à leur premier enfant, ont une adaptation. Mais c'est sûr que vu la personnalité d'Han Solo, repenser à Han Solo dans la trilogie originale, là, effectivement, en père avec une mère plus ou moins absente en plus, là, c'est ça. On comprend vite au début du livre que c'est pas le père du siècle. Mais c'est quand même très drôle, je le mentionne, là, d'entendre ou de lire Ben Solo en petit bébé, là, en jeune enfant, là, je sais plus quel âge qu'il a à ce moment-là, mais... Je pense, si c'est 2 ans après Return of the Jedi, il doit avoir 1 an et demi, là, quelque chose comme ça, 1 an, 1 an et demi. 1 an, on va dire 1 an. Moi, ce qui m'a fait penser aussi, là, tu parlais au niveau du mariage, c'est la relation avec Leia comparée à dans quel état elle est au niveau de... C'était quoi en anglais? En français, c'était Lien du sang. Bloodline. Bloodline, oui. Le roman Bloodline, où là, justement, bon, c'est pas qu'ils sont séparés, mais en tout cas, on peut dire qu'ils font chacun leur vie de leur côté. Là. Donc, c'est ça, moi, ça m'a fait penser à ça. Là. OK, là c'est le début. C'est l'enfance, cette toute jeune enfance. C'est avant qu'il donne Ben Solo à Luke. Alors que dans Bloodline, c'est l'après. Je vois ce qu'ils se voient presque plus jamais. C'est là que tu vois que la relation que Anne et Léa avaient dans Légende, qui était toute belle puis toute parfaite, dans le nouveau canon, là, ça va pas bien, leur relation. Non, c'est pas ça du tout. Mais je trouve quand même ça plus crédible que... Ouais, c'est ça, ouais, c'est vrai. Toi, JF, t'avais-tu vu des parallèles? Ben, tu sais, moi c'est peut-être moi, là, mais moi, je suis comme un peu tanné, là, qui est tout le temps dans sa phase... tu sais, je veux partir à l'aventure, ou tu sais, je suis un mari, je suis un père, tu sais, comme indécis. Puis écoute, moi en tant que père et en tant que mari, tu sais, je me suis jamais retrouvé là, tu sais,
dans une phase où je fais juste douter de ce que je fais ou de c'est quoi mon rôle ou quoi que ce soit. Mais lui, écoute, il se questionne constamment. C'est ça, je trouvais ça un peu achalant un peu. Achalant, ouais, un peu achalant. Puis écoute, ça explique pourquoi que Ben il est comme dans ses tendances emo. Ouais. Parce qu'écoute, il a pas le meilleur père là, loin de là, tu sais, puis sa mère qui est jamais présente non plus là. Mais tu vois que c'est comme sa phase de moi je boude puis tout là, ben ça vient de son père, ça vient pas de sa mère. Mais comme tu disais, contrairement à Anne, Lando, lui, par rapport, il était à un point dans sa vie où est-ce qu'il recherche une partenaire stable. On sait que c'est un gros player dans le passé, tu sais, comme... Puis là, tu sais, comme il a le cœur, il est en amour avec la Twi'lek que tu parlais, à la peau bleue, Kasha, qu'elle s'appelle. Mais il est pas capable de lui dire qu'il l'aime, vraiment pas. Puis, tu sais, il y a quelques discussions à thème un peu plus adulte dans ce roman-là. Il y a même une scène au lit avec Kasha. Puis tout ça, mais le livre finit avec les deux mains dans la main, donc on peut dire que c'est fait, entre guillemets. On peut même peut-être, est-ce qu'on peut espérer voir Kasha dans l'épisode 9, parce qu'on sait que Billy D risque de revenir, Lando. Donc, tu vois, j'avais pas pensé à ça, mais effectivement, c'est possible. Ça pourrait être intéressant à voir. Tu parlais, Francis, du méchant, qui est un peu... ouais, en gros, c'est un ex-étudiant chirurgien qui a été traumatisé vraiment parce qu'il s'est fait kidnapper sur sa planète Utapau. Il a essayé de sauver son ami qui était blessé, mais il était vraiment traumatisé, il a pété les plombs, puis il a commencé à considérer un peu la vie de droïde ou la longévité, la vie de droïde, que c'est plus important que la biologie. Fait qu'il a commencé à expérimenter avec des mélanges de créatures puis de droïdes. Il branchait des bras humains sur des droïdes ou vice-versa. Et puis, c'est le typique savant fou à la Frankenstein. Il avait vraiment pété les plombs. Dans le fond, l'idée du livre au complet, c'est que Feisengor a décidé que, OK, les droïdes, c'est plus important. Fait qu'il cherche l'espèce de dispositif, le Phalanx Redux Transmitter, le transmetteur, l'émetteur que tu parlais, Jean-François, qui lui va lancer un signal à tous les droïdes de la galaxie d'aller exterminer la vie, là. Aller exterminer tous les humains et toutes les autres races autour, pour que ça devienne la domination, à la Terminator en fait, là. Ouais, c'est ça. Ou à la Matrix, que c'est les droïdes qui contrôlent tout, là. T'sais. Mais qu'est-ce que j'ai vu aussi justement dans ce roman-là, c'est que il pose la question sur l'intelligence artificielle, un peu la conscience des droïdes, qui est un thème qui est pas nouveau, hein. T'as la même chose dans Blade Runner, par exemple, où c'est des thèmes de science-fiction qui reviennent souvent. Est-ce que les droïdes sont des personnes, tu sais? Ça revient souvent. C'est plus ou moins nouveau dans Star Wars, par contre. Non, c'est vrai. C'est dans Star Wars, et c'est de plus en plus présent. Vraiment, là, quand on regarde ça, là, à mesure qu'il y a des nouveaux films, etc., moi, j'ai l'impression, en tout cas, j'espère... que justement on va pas tomber dans le mode Terminator, là. Mais on en reparlera, là. Mais tantôt on a mentionné le droïde Gotra, qui est encore présent dans ce roman-là. Si je me trompe pas, c'est la 4e fois là, dans le canon qu'on entend cette organisation-là. Donc de plus en plus, on dirait qu'on s'en va justement vers ce sujet-là, mais dans Star Wars. Alors qu'avant, comme tu dis, c'était à la Blade Runner, Terminator, etc. Je pense que c'est peut-être plus une question de société d'aujourd'hui que t'as la libération des femmes. Donc, ils ont trouvé un thème parallèle qui est plus la libération des droïdes, I guess. De plus de droits pour les droïdes, à défaut de faire ça pour les femmes en tant que telles dans Star Wars. C'est peut-être juste ce thème-là qu'ils ont décidé de propulser dans le nouveau canon. On va peut-être le voir plus, parce que si tu regardes la trilogie classique, R2 puis C-3PO sont pas traités vraiment avec égalité ou quoi que ce soit, et ça se passe après, là. Quand même, là. Donc tout ce thème-là est tombé, rendu dans la trilogie originale. Ouais, effectivement, au niveau timeline, oui, mais c'est ça, au niveau dans les œuvres plus récentes, tu sais, je repense aussi, là, pendant qu'on en parle, aux comics sur C-3PO, je sais pas si vous l'avez lu. Celui où est-ce qu'on apprend pourquoi il y a un bras rouge, là, dans le réveil de la force.
Honnêtement, ça vaut la peine. Justement, c'est exactement ce thème-là. C'est sur la conscience droïde. C'est juste un one-shot. Juste un issue, comme ils disent. Mais bref, c'est exactement ce thème-là. Donc, c'est pour ça, dans le nouveau canon, il me semble, c'est un thème récurrent. Ben oui, même K2SO, hein, il se fait pas marcher ses pieds. Non. Effectivement, on peut dire ça. Un autre thème que j'ai noté, c'est juste un petit parallèle, mais tu vois un peu le début de qu'est-ce qui va aider, I guess, à la création du premier ordre, c'est que on n'arrête pas de... Il y a un thème sur la démilitarisation de la Nouvelle République. Tu sais, Mon après la guerre contre l'Empire, a décidé, non, on élimine les armes, là. On réduit les armées et tout. Puis tu le vois du côté politique, écoute, il n'y a pas grand monde qui sont contents de ça, là. Dans le roman Bloodline, ça l'a escaladé encore plus. Et puis, tu sais, on voit même une situation, je pense, à un moment donné, le groupe arrive dans une bataille. C'est une bataille qui est en développement ou qui sont sur le bord de s'affronter entre la République puis des pirates ou quelque chose comme ça. Puis là, tu vois que le commandant, il est pas sûr, là, parce qu'on n'a pas beaucoup de vaisseaux, là. Faut faire attention. Avec la démilitarisation, on n'a plus les effectifs qu'on avait. Faut faire attention, là, tu sais. Puis les pirates puis les criminels en profitent au bout, là. Ben, c'est ça. Sur cet aspect-là, j'ai trouvé intéressant les connexions avec le reste du canon. Les références, tu parlais de Bloodline. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de références aussi avec la trilogie Aftermath. Oui. Riposte, là, je sais que le tome 2 et le tome 3 sont prévus d'ici la fin de l'année en français. Mais bref, parce qu'effectivement, démilitarisation là, rapide, tu sais, on est peu de temps là, après le retour du Jedi. C'est 2 ans, ouais. Après la bataille de Jakku. Donc, la République, ou en tout cas la Nouvelle République, qui réussit à défaire l'Empire et qui, quelques mois plus tard, a de la misère à affronter une bande de pirates. Mais effectivement, comme tu dis, c'est le climat. Moi, ce que j'avais noté, en plus de la démilitarisation, puis c'est là qu'on trouve, en tout cas à la lecture de celui-là, on trouve la décision de Mot Mothma pas très sensée. C'est qu'en plus, le climat est encore à la guerre à beaucoup de places dans la galaxie. Tu sais, c'est pas la paix stable, là, type justement la République dans le préquel. Là, vraiment, on sent les différentes places où ils vont que c'est encore un climat de guerre. Puis la Nouvelle République, comment dire, stabilise pas ben ça, justement, parce qu'elle a plus les capacités pour le faire. Mais c'est ça, c'est rendu les criminels qui essaient de prendre le contrôle maintenant que l'Empire sacré le camp est parti. T'as fait un bon lien, Francis. Une des références d'Aftermath, je pense, c'est... T'avais le chum de Radvilis, qui était un des personnages gays qu'il y avait dans Aftermath. Puis c'est lui qui présente le fameux slicer Ewok Pikipa, qui était mon moment what the fuck. Faut que je le sorte, là. Je veux dire, pour moi, si c'est 2 ans après le Return of the Jedi, c'est un peuple qui vient d'être découvert. Un peuple primitif, puis, tu sais, comment qu'il peut... Ok, c'est Star Wars, là. Ça doit être Star Wars, mais... Comment il peut apprendre à être un slicer quand t'as des problèmes de langue à ce point-là? Ok, il connaît le basic. Pas juste ça, écoute, tu gossais des affaires dans le bois là, 2 ans, tu sais. Non, c'est ça. Faut voir ça comme le côté loufoque là, que je mentionnais au début. Là. C'est vraiment... ça fait vraiment penser... C'est un délire là, à la Dr. Aphra. Ouais, puis ça me faisait penser aussi... il y avait un équivalent dans Légende, dans la série X-Wing, t'avais un Ewok qui était dans Rogue Squadron ou dans Raid Squadron. Fait que tu sais, ça me faisait un peu la même affaire, le même effet. Là. Un Ewok peut même... Comment... Je sais qu'il avait adapté le X-Wing pour lui, là, dans Légende, là, mais excuse. Il était même pas capable de conduire un speeder là, sur Endor. C'est ça. Fait en tout cas. Mais Pikpa est super drôle. Puis, il y a des problèmes de langage, puis ça crée des scènes loufoques parce que Anne comprend pas qu'est-ce qu'elle dit, pis tout ça. Puis une autre chose qui est super drôle, c'est que Pikpa est une super fangirl de Chewie. Elle tripe sur Chewie, là, c'est comme... Elle tombe pas d'un pomme, mais comme Chewie l'aide, puis là, elle capote. Puis je pense que
sur Endor, Chewie a aidé sa famille ou quelque chose, si je me souviens bien. Je suis plus certain exactement de qu'est-ce qui s'est passé. Ou son village, ou je sais pas trop. Mais elle tripe sur Chewie. Complètement. Ouais, ben c'est ça. C'est que, dans le fond, lui, c'est le héros là, pour les Ewoks. Là. Encore c'est plus ça. Que, tu sais, les humains. C'est ça. Comme autre personnage, ben, tu as mentionné Sana Starros, donc j'irai pas plus loin. Comme toi, je suis content qu'il pousse le cross-média parce que c'est ça qui est intéressant dans le nouveau canon. Il y a Taka, le pilote, qui est vraiment un jeune Han Solo, c'est un petit hotshot qui arrête pas de faire des jokes puis qui niaise même Lando puis Han Solo. Là, il dit ouais, by the way, si on fait ça de même, ça va marcher, mais si on fait qu'est-ce que vous voulez faire, ça marchera pas. Ouais. Il est vraiment, il hésite pas, il y a beaucoup de réparties puis il hésite pas à dire ce qu'il pense aux deux vieux entre guillemets là. Ça j'ai bien aimé comme tu dis la répartie entre les personnages là. Justement le fait que au début, il se fait appeler Han Solo, justement. Donc, c'est comme tu dis, c'est un jeune Han Solo. Là. Non, celui-là, j'ai trouvé très intéressant, le personnage de Taka. Taka Jamorisa, je pense. Ah, je me souviens plus de son nom de famille. Puis à part ça, bon, Chewbacca et L3, ben, ça reste des personnages secondaires. L3 a un rôle un petit peu plus important parce que on apprend dans un peu côté spoiler à se créer des copies d'elle-même qui sont immunisés au code droïde méchant de Phasangor. Fait que ça permet d'avoir des copies d'L3 que Lando rencontre même après qu'L3 a été détruit dans le film Solo. Donc je vous laisse découvrir tout ce truc-là. Puis c'est à peu près ça. J'avais le Gungan comme note, que c'était très drôle. C'est comme Lando essaie de lui parler un peu comme Jar Jar. Misa nanana. Mais là... c'est vrai, mais j'avais oublié ça. Puis là, le Gungan est là. Écoute, bonhomme. Ouais. C'est un stéréotype, là. Même si Jar Jar Binks a été représentant de la République, là, de Naboo pis tout ça, là, on parle pas de même, là. Arrête d'écœure-nous, là, tu sais. C'était vraiment drôle, ce bout-là, comme tu disais. Il est susceptible aussi, là. Ouais, c'est ça. Il est susceptible. Exactement. Puis mon dernier point, c'est que je suis content que l'Empire avait absolument pas sa place dans le livre. Il y avait aucun Empire, à part des mentions. C'est vrai, j'avais pas. Fait que c'est un livre. C'est un livre que l'Empire n'est pas présent. Autant dans l'ancienne, quand il recule dans le temps, à une époque que techniquement, il y a l'Empire très très présent. Et dans la partie après Return of the Jedi, puis après la bataille de Jakku, oui, c'est normal, ils sont plus là. Donc, c'est pas mal ça que j'ai retenu. Je sais pas, Jean-François, si t'as des choses à rajouter dans tout ça. Moi, la chose que qui me dérange le plus, c'est justement le saut dans le temps. Vous l'avez dit tous les deux, là, mais je trouve que c'est ça qui défait complètement le livre, là, qui défait complètement l'histoire. C'est dur à suivre, puis c'est ça. Moi, j'ai fait peut-être la gaffe. Moi, j'ai lu ce livre-là au lieu d'écouter le audiobook. Fait que, comme Danny, tu disais, le audiobook, t'avais au moins différentes voix, fait que tu savais dans quelle époque t'étais. Mais en lisant le livre, c'est pas le cas. Donc, il y a des bouts où j'étais perdu, j'étais là, ok, attends une minute, là, tu sais, ils sont-tu jeunes, sont-tu vieux? Donc, ça, je trouvais ça, je trouvais ça très agaçant. Les références à la trilogie Aftermath, ça avec, j'étais comme, c'est déjà de la trilogie Aftermath, on essaie de l'oublier, là. Puis, il y a beaucoup de références à ça. Puis l'autre affaire, ben je l'ai mentionné, c'est le genre de conflit interne que Han a. Je sais pas, pour moi ça c'est redondant. Ben c'est redondant, mais c'est comme, écoute, reviens ça, t'es un père, t'es un mari, pis d'accord avec ça, tes responsabilités, là. Tu sais, à un moment donné, tu sais, fais ce que t'as à faire, mais tu sais, on dirait que je trouvais que c'était un peu comme... C'est un éternel garçon, hein. Ouais, c'est ça. Mais je trouvais que c'était un peu comme en dehors du personnage qu'on connaît, mais en même temps, tu sais, je dis ça, mais tu sais, quand tu le vois dans le Réveil de la Force, ben là, tu comprends ce que tu vois dans le Réveil de la Force, ben tu lis ce roman-là, tu vas comprendre pourquoi il est comme ça dans le Réveil de la Force, puis que, tu sais, pourquoi que Han et Léa sont plus ensemble, puis tout ça, ben tu le vois là-dedans. Comme j'ai dit tantôt, le vilain, j'ai trouvé comme assez ordinaire, mais j'ai aimé, encore une fois, j'ai aimé la présence de L3, quand on était plus jeune. Je trouvais que il a très bien écrit Lando.
J'ai dit Han, mais je voulais dire Lando, là, L3 avec Lando, mais je trouvais qu'il a très bien écrit Lando. Tu sais, je pouvais vraiment imaginer Billy D. Williams vraiment dire le dialogue qu'il y avait. Fait que je trouvais ça bien. Mais à part ça, ce qui est étrange, hein, parce que quand je commençais à lire le livre, je le trouvais intéressant. Puis plus ça avançait, plus j'étais comme, ok, c'est pénible. Puis tu sais, je l'ai fini, je l'ai fini. Mais parce que j'avais mentionné dans un épisode précédent, j'étais comme, ah oui, j'ai commencé à lire Last Shot, c'est vraiment bon, pis tout. Puis écoute, non, c'est pas le cas. Fait que, c'est ça, c'est mes points. Très ordinaire. Il y a un personnage qu'on n'a pas du tout noté, là, puis c'est presque de la discrimination pauvre. Il y a encore un cochon de l'espace présent dans l'aventure, un Ugnaught, mécanicien. Oui. C'est vrai. Fait que des fois, en audiobook, on entend le petit bruit là, caractéristique de cochon. Mais d'ailleurs, si je me trompe pas, on apprend que c'est eux qui auraient construit la cité des nuages, Cloud City. C'est vrai, ouais. Donc c'est ça, les fameux Ugnaughts là qu'on voit beaucoup dans la série Rebels entre autres, et évidemment qu'on voit dans l'Empire contre-attaque là, quand on est sur Cloud City. Puis qui a quand même un rôle par bout, il sauve la mise là, si je me trompe pas. Je mentionnerais peut-être aussi, on parlait de thèmes redondants, etc. Là. Encore une prison dans un œuvre du canon. Si vous lisez les comics, là, vous allez voir livres et comics, je pense qu'on est rendu à 5-6 visites de prison. Là, donc, il me semble que dans les légendes, c'était pas un thème qui revenait sans arrêt comme ça. C'est pas que ça, tu sais, ça fait des très bons récits. Là. Ben oui, même dans Most Wanted d'une prison, ben ouais. Puis c'est ça, dans les comics, ça revient souvent aussi. Non, dans la légende, c'était les super weapons. Ouais, c'est vrai. Exact, c'est ça. Je sais pas si c'est mieux les prisons que les super weapons. Là. A priori, je dirais que oui. Là. Côté originalité, au moins, les prisons ils ont tendance à être différentes une de l'autre. Mais bon, c'est ça. Côté redondance, c'est ça. Il y avait de l'originalité. Dernière chose que j'avais pas mentionné, j'ai aimé la petite mention, parce que tu parlais de code 2SO tantôt. J'ai cru, puis je suis allé vérifier, donc je semblerait que je suis pas dans l'erreur, qu'il y a une apparition de droïde aussi comme code 2SO. OK. Le type de droïde, ouais. KX, ouais, c'est ça, le type de droïde. Donc, dans le fond, que la République aurait récupéré après la guerre civile et reprogrammé. Ce qui est logique, là, évidemment, mais bon, je trouvais ça intéressant là, qu'ils nous ramènent des références à Rogue One comme ça. En effet. Excellent. Alors, on va y aller avec notre cote pour le livre. Donc, Danny, tu y donnes combien? 12 sur 20. Je trouve que le livre, il a un super bon rythme, ça c'était bien. Il n'y a pas vraiment de point mort, mais j'ai trouvé que la shot apporte pas beaucoup de choses autres que le développement personnel de Han et Lando. C'est ça qui pour moi, est le focus du roman, c'est le développement personnel des deux gars, des deux vauriens qu'on aime beaucoup dans la trilogie originale. Puis peut-être aussi un petit peu côté politique, un petit peu le début de la démilitarisation de la Nouvelle République qui commence, puis qu'on voit encore plus avancer dans Bloodline, puis que clairement, c'est ce qui fait que le Premier Ordre avec Starkiller Base est capable de tout détruire. Donc, c'est à peu près ça. Est-ce que je le suggère? C'est pas le premier livre que je suggère. Vraiment, ça apporte pas grand-chose. Vraiment. Ouais. Francis, de ton côté? Moi, j'avais noté un 13 sur 20. Plus ou moins pour les mêmes raisons que Danny. J'ai aimé les Easter eggs, donc les références au reste du canon. Autant comics, on a parlé de Sana, etc. Le droïde Gotra qui revient dans plusieurs œuvres. Toutes sortes de choses comme ça. J'ai aimé l'originalité. Je trouve que quand même, sur cet aspect-là, on peut pas y enlever ça. Par contre, moi, la structure, là, j'en reviens pas. Et en plus, ça me fait penser que, détail qu'on n'a pas mentionné jusqu'ici, il y a une erreur de timeline dans le livre. Ah, ok. Les gens comprennent pas que le story group a laissé passer ça. Je pourrais pas vous mentionner exactement, mais c'est ça. Bon, moi en l'écoutant, ça me paraît, c'était mélangeant, mais bon, je me suis dit, je vérifierai plus tard. Mais effectivement, là, quand on est dans les sections il y a 10 ans ou il y a 15 ans, etc., il y a une petite erreur là, de ce côté-là. Là, c'est une erreur de 2-3 ans, mais bon. OK. Fait que c'est vraiment pour les craquer.
les fans là, de petits détails comme ça. Ouais, qui prennent les notes, là. Bref, une histoire loufoque. Moi, c'est ça. Il y a si vous voulez de quoi à la Dr. Aphra en livre, puis tu sais, qui est relatif, tu sais, quand même un rythme à la Solo. Moi, m'a fait penser un peu le même ton que le film Solo. Donc, pour ça, c'est très bien. Par contre, c'est ça. La structure, là, s'il vous plaît, là, moins de flashbacks ou moins de sauts temporels ou de sauts aussi de lieux et de personnages, parce que quand même, on en suit là, des personnages dans ce livre-là. Donc, c'est ça. Pour ça, là, je pense que 13 sur 20, malheureusement, c'est pas mal le maximum que je peux donner. Excellent. Moi, de mon côté, je donne un 11 sur 20. Comme j'ai dit plus tôt, puis comme Francis vient de mentionner, la structure du livre est très difficile à suivre. J'ai pas aimé... Ce que j'ai pas aimé, c'est qu'il y a beaucoup de références aux histoires canon qui sont les moins intéressantes. Donc, ça, pour moi, d'un côté, je vois ça comme encourager les mauvaises histoires. Je peux dire. Je trouve ça dommage parce que Most Wanted, c'est totalement l'opposé. Le livre est super bon. Puis lui, très, très, très ordinaire. Il y a quand même des bons points positifs. Là, comme moi, j'ai beaucoup aimé la façon que Lando est dans ce livre. C'est vraiment Lando. Mais l'opposé, c'est que j'ai pas aimé la façon que Han est. Ça explique beaucoup de choses. Donc, le comportement de Ben et tout, là, pour moi, là, c'est clair. Donc, comme je dis, écoute, c'est pas une nécessité à lire. Si vous pensez avoir une connexion avec le livre Solo, il y en a pas. Avec le film? Avec le film, est-ce que je dis le livre, là, mais avec le film il n'est pas sorti encore. Ouais, c'est ça. Le livre, il va peut-être avoir une connexion avec le livre Solo qui va sortir au mois de septembre. Mais tu vois, j'en ai une toute petite qu'on n'a pas mentionnée. Une connexion avec Solo que j'ai trouvé quand même amusante, là, rapide, c'est que Han traite Lando de maniaque quand il pense au faucon sous la gouverne de Lando. Il appelle le faucon un Cape Museum, donc un musée de cap. Ouais, un musée de cap. C'est ça. Fait qu'en revoyant le film, après avoir lu le livre, cette réplique-là m'était revenue, là. Ouais. Quand on découvre le faucon sous Lando. Excellent. Donc, c'est ça. Donc, c'est pas une nécessité. Most Wanted est un bien meilleur livre à lire que l'achat. C'est plate que tous les romans pour adultes tombent sur la New York bestseller list, même s'ils sont mauvais. Ouais, faudrait qu'ils n'aillent, tu sais, comme c'est mauvais, là, c'est parce qu'on est trop, on achète tout. C'est pour ça. Ben, c'est ça, c'est que c'est juste du volume de vente, là, donc dès qu'ils écrivent Star Wars sur le livre, il va se vendre. Ouais, c'est ça. Tu veux à Star aussi, ils mettent plus de critiques, c'est couvertures de livres, avant ils faisaient ça, puis là, à Star, c'est comme non. Il n'y a plus de couverture, il n'y a plus de critiques positives, là. Mais comme tu disais, ou je pense que c'est Danny qui le disait, peut-être pas conseiller celui-là à vraiment des nouveaux lecteurs là, de l'univers Star Wars. Par contre, pour des habitués qui veulent un récit un peu pété, là, un peu loufoque, etc. Ouais. Ça, comme tu disais, pour ce qui est de Lando aussi, ceux qui aiment le personnage de Lando, faut avouer que là-dedans, il est excellent. Il n'y a pas à dire, là, vraiment, c'est réussi. Une grosse transformation personnelle pour Lando. Ouais, c'est vrai aussi. Ouais. Excellent, messieurs. Alors, nous allons conclure l'émission là-dessus. Donc, n'hésitez pas à nous laisser vos impressions sur ce que nous venons de discuter par email à studio@starwars.direct, sur l'article de l'épisode sur notre site starwars.direct ou sur notre page Facebook, notre compte Twitter et notre chaîne YouTube. Comment on peut nous rejoindre? Danny, toi, on peut te rejoindre comment? C'est sur Twitter à l'usager Danny Pépin. Et Francis, c'est une façon qu'on peut te rejoindre? Pour l'instant, ça va être sur le Facebook de Star Wars en direct. Parfait. Et de mon côté, c'est sur Twitter à l'usager GF Dark Jedi. Nos prochaines émissions, on enregistre la semaine prochaine un Star Wars Gamers où on va faire nos prédictions pour le Gamescom qui se déroule le 4 août prochain. Fantasy Flight fait sa conférence le 4 août. Comme Danny a mentionné plus tôt au début de l'émission, il va y avoir un petit spécial pour l'entrevue de Sébastien avec Timothy Zahn. Et il y a d'autres émissions aussi en préparation. On répète aussi que nous sommes en période de recrutement pour le Québec. Donc, si vous êtes dynamique et vous êtes intéressé à faire partie de l'équipe québécoise, allez sur notre site starwars.direct et allez dans la section recrutement et vous pouvez répondre au petit questionnaire.
Comme Daniel a mentionné plus tôt, n'oubliez pas de vendre votre salaire. Dites-nous pourquoi vous devriez être parmi l'équipe de Star Wars en direct. Et on remercie encore une fois nos partenaires Mint in Box, Star Wars sur le net, siteclan.net, Planète Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, Génération Star Wars et Science-Fiction. De la part de Danny, Francis et moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.